Le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Vous en avez marre de voir vos proches et ceux que vous suivez être censurés ou bannis de Twitter? Eh bien, chers amis, il est temps de nous rejoindre sur Getter. C'est tout simple, c'est Twitter, mais sans la censure bien pensante. Vous y retrouverez cette semaine un sujet de 3 minutes sur la nouvelle initiative de l'AFP en partenariat avec Google, Objectif Désinfox. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve là-bas. En tout cas, aujourd'hui, au sommaire, Santé publique France fait des siennes avec une campagne de publicité promouvant la séropositivité. Ce sera notre image de la semaine. Nous reviendrons sur le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, où il a réuni plus de 12 000 personnes. Le battage médiatique était en claire défaveur du nouveau candidat. Dans notre revue de presse, nous couvrirons des sujets importants tels que les 10 à 15 ans complotistes selon France Info, l'agression sexuelle de Thaïs Descuffon par un migrant, un marché communautariste noir en plein cœur de Paris ou encore les graves accusations formulées par certains à l'encontre de Pfizer. Enfin, nous terminerons cet épisode en beauté avec un sujet sur la montée de Pécresse dans les sondages et sur le système des sondages eux-mêmes. Immédiat numéro 374, c'est juste parti. Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre. Tel est le slogan de la nouvelle série d'affiches de Santé publique France. Vous l'aurez compris, c'est génial d'avoir le sida tant que vous avez vos 3 doses de vaccin contre le Covid. C'est notre image de la semaine, Jean-Yves. Alors on en a plusieurs en réalité. Séropopulaire, séropolisson, séropoétique, séropossessif, séropopstar. C'est génial la séropositivité. Alors c'est assez étrange parce qu'on voit deux différences très profonde entre deux maladies réelles et aussi médiatisées. D'abord, c'est des maladies, si on compare le Covid, ça se transmet par aérosol et le sida se transmet par des relations intimes et en plus par certaines formes de relations intimes plus que par d'autres. Bon, ça c'est la première différence. Par le sang également. Et puis, il y a une différence encore plus importante sur le mode de traitement médiatique, puisque tout le traitement du sida, le traitement médiatique, le traitement par la propagande médiatique du sida, vise à lutter contre tout ce qui pourrait s'apparenter à une discrimination vis-à-vis des malades. Oui. Et cette non-discrimination a posé des problèmes parce que dans les années 80-90, elle a été à l'origine du scandale du sang contaminé, oui. Puisque les services allaient chercher du sang chez des personnes qui étaient contaminées, ou ne prenaient pas en compte le risque de contamination des personnes, et ça a été catastrophique, ça a provoqué la mort de beaucoup de transfusés, et en particulier des hémophiles qui étaient transfusés régulièrement. Donc, l'idéologie antidiscriminatoire a tué dans l'affaire du sida, ce qui n'empêche pas qu'on continue de la promouvoir aujourd'hui. A contrario, dans l'affaire du Covid,
on repose sur une stratégie, là au contraire, alors que c'est une maladie qui circule évidemment beaucoup différemment, on procède à une stratégie discriminatoire, et notamment entre les vaccinés et les non-vaccinés. Donc, quand il s'agit de minorités particulières, on est contre la discrimination, une minorité particulière plus susceptible que l'autre d'être atteinte du VIH, on pratique la non-discrimination. Par contre, pour une épidémie qui touche absolument toute la population, même si elle n'a pas les mêmes effets selon l'âge et selon les comorbidités, eh bien là, on pratique la discrimination. C'est tout de même assez étrange, et c'est la même instance de propagande qui fait ça, à savoir le ministère de la Santé. Eh oui, c'est un deux poids deux mesures assez étonnant, Jean-Yves, merci de le souligner. En tout cas, on passe à notre premier sujet de la semaine, Zemmour à Villepinte. Éric Zemmour, comme nous l'avions dit la semaine dernière, a décalé son grand meeting du Zénith à Villepinte. Le rassemblement, malgré son succès, 12 000 personnes dans le public, ne s'est pas déroulé sans encombre, puisque le candidat a été agressé à son arrivée dans la salle et le meeting a également été perturbé par des militants des SOS Racisme et des Antifa. Alors, Mediapart nous parle présidentielle. Quand Éric Zemmour parle, ses militants frappent. Edoui Plenel annonce que Mediapart dépose plainte suite à l'agression supposée de 2 de ses journalistes dans la salle du meeting. BFM TV nous dit Mediapart donc annonce avoir déposé plainte. France Info parle d'une agression de militants de l'association SOS Racisme au meeting d'Éric Zemmour. Le Parisien, lui, fait état des violences supposées vis-à-vis des journalistes au meeting. C'est le prélude d'une violence qui risque de se déchaîner, selon un expert inconnu. Je suis allé au meeting de Zemmour à Villepinte, une certaine idée de l'enfer, un article de Slate. Jean-Yves, un traitement médiatique foisonnant et assez diabolisant. Diabolisant. Alors, en fait, le vrai sujet du meeting de Villepinte, c'était le polémiste Zemmour va-t-il réussir sa mue en candidat à l'élection présidentielle ? Comment peut-on répondre à cette question ? Eh bien, en regardant la salle, qui était pleine, 12 000 personnes, selon ce que vous avez dit, près de 15 000 selon d'autres, c'est actuellement le seul qui puisse réunir cela, aujourd'hui, le seul candidat. Et avec un discours, honnêtement, de très bonne qualité, et un candidat qui s'était avéré bon orateur. Ça, ce sont les faits. Les faits dont les médias n'ont pas voulu parler en focalisant la présentation de l'événement sur des incidents, et pardon de le dire, des incidents mineurs. Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour. Je l'ai retiré. D'accord, pas de soucis. Racontez-moi tout ce qui s'est passé. Ne soignez pas la tête. C'est pas parce qu'il y a eu une légère bagarre provoquée par SOS Racisme à l'intérieur du meeting. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'incident dans les meetings de Mélenchon ? Parce que les amis de Zemmour ne vont pas perturber le meeting de Mélenchon. C'est aussi simple que ça. Et donc, les médias ont occulté l'événement, c'est-à-dire la réussite de fait du meeting, qu'ils n'ont pas nié d'ailleurs, en focalisant sur des violences d'extrême droite. Sur des violences dites d'extrême droite, alors que la réalité, ce sont les violences d'extrême gauche, puisqu'il y avait des milliers, vous appelez Antifa, moi je trouve ça trop gentil, Antifa, il y avait des milices d'extrême gauche qui visaient à empêcher la tenue du meeting, et il y a eu d'ailleurs 60 interpellations, dont 11 interpellations avec des gens, des miliciens d'extrême gauche, qui avaient sur eux des cocktails Molotov et de l'acide. Il y a eu aussi, je crois, des pare-brises de voitures brisées. Voilà, bon, c'est ça. Donc, il y a une désinformation par occultation, la qualité du meeting, une désinformation par occultation, les violences d'extrême gauche, et une désinformation par mise en avant, par exagération sur un incident, somme toute mineur, à l'intérieur de la réunion publique. Voilà.
Alors il y a également un des proches d'Éric Zemmour, Tanguy France, un des responsables de Génération Zemmour dans le Calvados, il me semble, qui a été complètement vilipendé sur Twitter. On l'a même traité de nègre de maison et il est visé par un torrent d'insultes racistes à longueur de journée. Donc finalement on voit, comme vous le dites, où est la véritable violence. Elle est du côté de l'extrême gauche. Et là, le véritable racisme est du côté, effectivement, là aussi de l'extrême gauche, puisqu'on considère que ce jeune homme qui est noir n'a pas en quelque sorte à être responsable d'une équipe de Zemmour dans un département, puisqu'il était effectivement vu au milieu d'une centaine d'autres jeunes responsables. Derrière avec Zemmour. Derrière Zemmour, c'est les responsables des jeunes avec Zemmour. Bon, et on a focalisé sur lui en disant c'est le nègre de maison. Voilà. Donc, voilà. Bon, et ça, c'est le biais médiatique habituel. Le racisme n'est pas là où on le croit. Je vous propose de passer à notre revue de presse. Pour France Info, le constat est sans appel. Une majorité des 10-15 ans serait séduite par les thèses complotistes. Un constat alarmant, mais pas tant que ça, Jean-Yves. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Non, ça fait peur. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Oui, ça vous fait peur. Les 10-15 ans, donc, majoritairement séduits par les théories du complot, selon une étude, mais une étude fumeuse, bien sûr. Elle a été réalisée par Milan Presse et le CSA. Elle nous explique finalement qu'il y a une posture de doute systématique sur la crédibilité de l'information. 9 adolescents sur 10 considèrent qu'il est facile de déformer une information. 61% d'entre eux s'interrogent sur la véracité d'une information avant de la diffuser autour d'eux. Et 55% émettent l'hypothèse qu'il s'agirait peut-être d'une fake news. 13%, finalement, c'est ça le truc, Jean-Yves, c'est que 13% pensent que des sociétés secrètes gouvernent le monde. Et alors, dernière statistique, mise en avant par cette étude, 85% envisagent l'existence au moins d'une théorie du complot, mais ils ne nous disent pas laquelle. Donc, la seule thèse complotiste, finalement, c'est que 13% pensent que des sociétés secrètes gouvernent le monde. Le reste, c'est pas si complotiste que ça. Alors, d'abord, on a le droit de penser que des sociétés secrètes gouvernent le monde. Personnellement, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que cela, et qu'il n'y a pas un chef d'orchestre clandestin. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Néanmoins, on peut simplement faire observer que M. Macron a été élu président de la République après être passé par une réunion de Davos, une réunion du Bilderberg, après avoir été membre de la Franco-American Foundation, qui est une société d'influence américaine, Atlantis, et même, là, il est assez complet, le garçon, la Franco-China Foundation. Voilà. Donc on voit que, je ne dis pas que ces sociétés, qui ne sont pas des sociétés secrètes, d'ailleurs, qui sont des sociétés discrètes, on va dire, surtout la chinoise, parce que peu grand monde la connaissent, ce sont des sociétés discrètes, pas secrètes, mais ça a sans doute quand même contribué à sa carrière. Pour être complet, d'ailleurs, on peut dire que M. Édouard Philippe, qui a été le premier ministre de M. Macron, est aussi passé par les mêmes institutions. Davos, Bilderberg, et j'en passe. Bon. Et que, pour continuer à être complet, Madame Pécresse, qui vient de faire une entrée un peu en tambour dans la campagne, est aussi une ancienne de la French-American Foundation. C'est pas la même promotion que Macron. Macron, c'est 2012. Valérie Pécresse, c'est 2002. Voilà. Donc, au fond, les 13% qui pensent cela ont peut-être une vision un peu sommaire des choses, mais pas complètement fausse. Dans tous les cas, le reste des critères, Jean-Yves, finalement, 61% s'interrogent sur la véracité d'une information et 55% émettent l'hypothèse d'une fake news. C'est une bonne question. C'est du sens critique de base. C'est du sens critique. Je suis même étonné que les 10-15 ans aient autant de sens critique, compte tenu de la dégradation du sens critique dans l'éducation nationale. Je suis étonné également. Voilà. Et finalement, tout ça, c'est un petit peu une machination, une sorte de projet de lancement pour la chaîne YouTube Info ou Mytho, qui est lancée par Milan Presse. C'est-à-dire que Milan Presse écrit une étude qui établit sans aucun nombre de doutes qu'il y a une forte
prégnance du complotisme chez les jeunes, et puis après, du coup, il lance une chaîne YouTube pour combattre cela. Donc c'est de l'autopromotion qui est d'ailleurs soutenue par France Info. Et il me semble que Milan Presse, c'est Bayard. Alors, effectivement, c'est pas neutre, Milan Presse. Milan Presse, ce sont des éditions à destination de la jeunesse, avec des livres qui sont quand même assez souvent engagés. Pas toujours, enfin engagés dans le politiquement correct, la bien-pensance, etc. Pas toujours d'ailleurs, mais enfin assez souvent ou teintés, voilà, de progressisme. Ce qui est d'ailleurs assez normal, puisque c'est une filiale du groupe Bayard Presse. Le groupe Bayard Presse, qu'est-ce que c'est ? C'est toute la croix et tout ce qui tourne autour de la croix, c'est-à-dire au fond temps, etc. un groupe de presse avec une forte inspiration idéologique, catholique de gauche, voire d'extrême gauche, enfin catholique de gauche en tout cas. Voilà. Donc il n'y a pas de neutralité. Les gens qui veulent dire info mytho, bah oui, mais ils ont leur biais, ils ont aussi, le biais de la bien-pensance comme tout le monde, quoi. Voilà. Exactement. Comme tous les médias de grand chemin. Cette nouvelle expression qui est la vôtre me plaît Donc assez. qui n'est pas la mienne d'ailleurs, qui est celle de l'Observatoire des journalistes ou de celle de Slobodan Despot, dont je recommande la lecture, mais je la reprends à mon compte, bien sûr. Très bien. Alors, le marché noir a pris un sens bien plus littéral et terre-à-terre la semaine dernière dans le 18e arrondissement de Paris. L'association Je Consomme Noir a organisé un marché de Noël exclusivement réservé aux commerçants noirs afin de promouvoir les talents de la communauté africaine et afrodescendante. Un marché communautaire, donc communautariste, j'ose même, en plein Paris. Voilà, là on utilise le mot marché noir. Bon, voilà. Donc là, c'est autorisé, pas dans le sens habituel d'ailleurs. C'est assez rigolo. Voilà, je pense d'ailleurs que le sens habituel, on devrait l'interdire parce que c'est quand même. Ah non, c'est raciste. C'est raciste quand même quelque part. Hein. Voilà, donc là, c'est un vrai marché noir, pas un marché noir. Bon. Oui, ça n'a pas l'air d'être juridiquement condamnable selon un article de Présent. Mais c'est tout de même étrange, parce que finalement, la République ne reconnaît pas les couleurs de peau, elle reconnaît les nationalités, les communautés naturelles. Mais... Les cultures régionales, là, c'est une culture d'Africains et d'Afro-descendants. C'est l'africanité, c'est un petit peu le marché du Wakanda, finalement. Voilà. Autre nouvelle, Thaïs Descuffon, l'ancienne porte-parole de Feu Génération Identitaire, a expliqué sur ses réseaux sociaux avoir été victime d'une agression sexuelle à son domicile, agression perpétrée par un migrant tunisien. La nouvelle n'a pas fait gicler beaucoup d'encre, Jean-Yves. Non, elle est passée un petit peu. On en a parlé le moins possible. Il y a quand même quelques médias régionaux, semble-t-il, qui en ont parlé. Le Progrès en tête. Le Progrès, et la Dépêche également. Le Progrès, la Dépêche du Midi, oui, ce qui voilà, mais c'est assez logique la Dépêche du Midi puisque Thaïs Descuffon est une jeune femme toulousaine. Oui. Donc c'est assez logique. Le Progrès tout de même est quand même assez particulier parce qu'ils expliquent qu'elle a profité de l'épisode. C'est-à-dire une agression sexuelle auquel elle a résisté, bravo à elle, pendant une demi-heure, elle a profité de l'épisode. Elle a profité de l'épisode pour faire passer son message politique. Ben oui, le message politique, malheureusement, c'est que les jeunes femmes sont quand même... sont fréquemment, quand elles sont agressées, c'est souvent pas toujours, mais souvent par des gens venus d'ailleurs. Donc elle a fait passer son message politique qui correspond malheureusement à la réalité. Oui, c'est ça, on lui reproche d'avoir dit la vérité finalement. Oui. Il voudrait garder l'omerta sur ce sujet. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce migrant n'a pas reconnu Thaïs Descuffon. On aurait pu croire qu'elle a été prise pour cible pour son activisme politique, mais ce n'est pas le cas. Elle a vécu ce que vivent des milliers de Françaises finalement dans l'année. Voilà. C'est qu'elle a été choisie au hasard dans la rue. Et elle a donné, alors c'est assez intéressant parce qu'elle a donné comme conseil de regarder avant d'ouvrir sa porte, être sûr de ne pas être suivi. Et c'est assez intéressant parce que c'est un conseil qu'on donnait il y a 20 ans peut-être aux personnes âgées pour éviter les cambriolages. Ah oui. Et donc là maintenant, on donne le conseil aux jeunes femmes ou aux femmes pour éviter d'être agressées sexuellement. C'est une extension du domaine de l'insécurité, on peut dire. Ah oui. Alors dimanche prochain se déroulera le 3e référendum calédonien sur l'indépendance depuis 2018.
Ce vote est un enjeu géopolitique majeur pour la France qui risquerait de perdre une de ses zones stratégiques d'influence dans le Pacifique. France Info, dépassé pour l'info pour le coup, préfère nous partager quelques témoignages assez creux, Jean-Yves. Assez creux. Alors, la manière de traiter, il y a plusieurs manières de traiter le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. D'abord, ce qui est tout de même assez étrange, c'est que le corps électoral est limité, puisque quelqu'un qui s'est installé il y a 20 ans en Calédonie ne peut pas voter. Bon, voilà, ça c'est le premier élément. Un Français qui s'est installé en Calédonie il y a 20 ans ne peut pas voter. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui est quand même tout à fait étrange, c'est que il y a 3 référendums. Il y a eu un référendum en 1987 qui s'est terminé par le non. Et il y a eu 3 référendums. Il y a eu 2 référendums depuis. Un en 2018, 56% de non. Un en 2020, 53% de non. Et on en refait un autre. C'est-à-dire qu'en fait, on en fait aussi longtemps qu'il faudra pour que le oui l'emporte, par le fait que le corps électoral est biaisé et que les Kanaks, qui représentent une des composantes indépendantistes fortes, ont un taux de fécondité élevé. Voilà. Ce sera bientôt comme les vaccins de Covid, finalement, 3 par an. Oui, c'est ça. Oui, jusqu'à que ça marche. Oui, c'est le Pfizer. C'est le Pfizer local. Bon. Et puis, il y a derrière des enjeux géopolitiques considérables, et notamment la Chine, qui pense que une fois l'indépendance faite, elle prendra pied en Nouvelle-Calédonie comme elle prend pied en Afrique. Oui. Bon. Ça serait une manière de s'étendre sur le Pacifique. C'est une manière de s'étendre sur le Pacifique. Mais c'est important. Donc tout ça n'est pas traité, les médias en parlent très très peu, et France Info le traite. Alors c'est l'appareil journalistique en même temps que le conformisme journalistique. On va interroger 10 personnes. C'est le principe du micro-trottoir, un petit peu. Oui. On va interroger 10 ou 15 personnes et on retient les 2 ou 3 qui donnent le discours qu'on veut bien entendre. Alors là, c'est des jeunes blonds, des surfeurs apparemment, ou quelque chose comme ça, qui diffusent le politiquement correct convenu et qui sans doute, dans leur tête, s'assimilent à des Kanaks de tribu pour faire bien, et puis c'est ce qui leur permet de passer à France Info. Oui, voilà, c'est ça, c'est donnant-donnant, et gagnant-gagnant surtout. L'indépendance est au contraire la seule option pour Gaston, nous dit France Info. La richesse de notre pays, c'est la France qui en profite, et il prévient, si l'indépendance n'arrive pas en tête des votes, ça risque de chauffer. Ah voilà, alors ça, c'est pas la peine de faire des votes si on les conteste à partir du moment où on va pas dans le sens qui va bien. Voilà. Alors ça, c'est une stratégie aussi électorale, qui s'applique aussi aux élections présidentielles en France. C'est-à-dire qu'il y a des candidats, ou en l'occurrence pour la Nouvelle-Calédonie, il y a des votes. Des idées. Si ça va dans le sens souhaité par les médias et les minorités, c'est bien, il n'y aura pas de problème. Si le résultat électoral ne va pas dans le sens qui va bien, alors là, c'est le scandale, on descend dans la rue. On avait vu ça d'ailleurs en 2002, quand il y avait eu 15 jours de manifestation, après que Jean-Marie Le Pen ait été sélectionné pour le 2e tour. Alors tout de même, dans les médias, reconnaissons que l'Obs fait un peu mieux le travail, puisqu'il évoque un petit coup de chapeau à l'Obs, en l'occurrence. Il évoque l'ombre chinoise qui plane sur le Caillou. Ah oui, le Caillou étant c'est ça le vrai enjeu. Les îles de Nouvelle-Calédonie, c'est le vrai enjeu. Eh bien, bravo à l'Obs. Français, réjouissez-vous, car TF1 a une bonne nouvelle à vous annoncer. Jamais depuis 60 ans, la France n'avait connu une telle croissance économique. Plus 6,7% cette année, c'est ce que nous connaissions pendant les 30 Glorieuses. Et pour des millions de personnes qui travaillent dans des PME, les conséquences vont être très concrètes. Un employeur sur 3 prévoit d'augmenter ses salariés. Jamais depuis 1960, la France n'a connu une telle croissance, selon Gilles Boulot. C'est une information qui vous est proposée donc par Gilles depuis le plateau du JT. Assez intéressant. Une croissance de 6,7%, Jean-Yves, c'est formidable. Ah, formidable. Alors, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une croissance de 6,7% de 2021 sur 2020. Ce que M. Gilles Boulot oublie de préciser, comme d'ailleurs le gouvernement, c'est que cette croissance de 6,7% vient après une chute de 8,3%. C'est-à-dire qu'en réalité, sur les 2 années, vous avez une chute de 1,6 à 1,7%. C'est ça la réalité. C'est la réalité qui est occultée. Alors c'est un peu la logique du sapeur camembert. On creuse un trou très profond.
Et après, on le rebouche. Et on dit, regardez, j'ai rebouché en partie le trou. C'est ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces 2 années, la France est plutôt en croissance, donc en chute, est plutôt lanterne rouge des pays européens. Mais ça, Monsieur Gilles Boulot ne le dit pas, il est là pour porter la parole gouvernementale. Ah oui, on me dit dans l'oreillette qu'il serait pressenti par la Corée du Nord pour aller faire des cours à l'Institut de journalisme nord-coréen. Voilà, bravo Gilles Boulot pour Ce sera une position qui lui future ira à promotion. merveille, je pense. Voilà. En tout cas, ce qui est bien réel, chers Français, c'est la perte de pouvoir d'achat que vous allez avoir à cause de la montée de l'inflation record. 4,9% pour la zone euro, c'est un record historique depuis 2008. Voilà, donc il y a une vraie récession qui est réelle et une vraie inflation qui va provoquer certainement une paupérisation généralisée. Mais ça, on n'en parle pas sur TF1. Alors c'est une nouvelle qui n'avait pas fait grand bruit dans le monde et qui n'en fait toujours que très peu à vrai dire. C'est Pfizer en février 2021 qui avait été accusé par les gouvernements argentins et brésiliens d'inclure des termes extrêmement suspects dans les négociations de contrats de vente de vaccins aux gouvernements concernés. Alors, il demandait à l'Argentine et au Brésil de mettre des possessions nationales et des bases militaires et des réserves de banques comme potentiels collatéraux dans les coûts engendrés par les attaques légales à venir. On avait également demandé au gouvernement de signer, d'accorder des décharges de responsabilité à Pfizer, également dans le cas de poursuites qui engageaient Pfizer sur sa propre négligence ou sa malice vis-à-vis de l'efficacité des vaccins ou des négociations menées. Et alors, aujourd'hui, un article de The Guardian dénonce l'existence de procédés un petit peu similaires dans les négociations entre Pfizer et l'Angleterre. Jean-Yves, Zain Rizvi, un directeur de recherche pour Public Citizen, une association américaine, explique que les négociations se déroulent dans un secret, dans une opacité totale. Un mur de secret. Un mur de secret, c'est l'expression employée, c'est très vrai. Comment en sommes-nous arrivés dans une situation où une poignée de labos pharmaceutiques sont capables d'exercer autant de pouvoir sur les gouvernements les plus puissants du monde, se demande-t-il. AstraZeneca, qui lui vendait ses vaccins au coût de production, a été distancié par Pfizer, qui vend un vaccin produit à 76 centimes le booster, la dose, la vend 22 pounds, 22 livres aux Anglais. Il y a des frais de recherche, si vous voulez. On ne peut pas compter qu'un médicament... Pardon, je ne suis pas stipendié, je le regrette par l'industrie pharmaceutique, mais il y a quand même des... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le coût de production immédiat, il y a quand même derrière... sans parler peut-être des dépenses de lobbying et commerciales. Donc il y a d'autres coûts, mais il y a aussi quand même des coûts de recherche. Voilà. Mais on a aussi le même phénomène avec Madame von der Leyen, dont on a vu dans un immédiat précédent qu'elle faisait l'accolade avec le patron de Pfizer, ce qui ne signe pas quand même une très grande indépendance. Ce qui ne manifeste pas une grande indépendance. Il y a l'affaire des SMS supprimés, alors qu'elle était un petit peu sous le radar justement de la presse. Des SMS avec justement le Bourla, le PDG de Pfizer. Et alors on a également une omission et une occultation totale de ces articles et de ces faits en France, Jean-Yves. Oui, alors il n'y a pas d'article. C'est ça. Il y a des sujets qui n'existent pas pour la presse française. Il faut reconnaître d'ailleurs que la presse britannique, malgré tout, non pas que l'Angleterre soit parfaite, loin s'en faut, non. Mais on trouve quand même un certain nombre de choses dans la presse britannique qu'on ne trouve pas dans la presse française. Ouais. Voilà. De même, parfois, dans la presse allemande, ce qui s'explique, on l'a déjà expliqué, c'est que la presse française, elle ne vit que de subventions, que de subventions et de publicité, puisque les grands tirages de la presse française, c'est 300 000, ce qui est absolument dérisoire, alors que dans la presse anglaise ou dans la presse allemande, on arrive à 1 million, 2 millions, et donc avec 1 million ou 2 millions, vous vivez de vos lecteurs, vous êtes un peu plus indépendant quand vous vivez de l'argent de l'État et de l'argent des pubards. Évidemment. Et dans les pubards, de la pharmacie. Eh oui. Tout se rejoint.
Pascal Perry, éditorialiste pour LCI et auteur chez Les Échos, s'est illustré dimanche dernier à l'antenne en expliquant que les professeurs ne travaillaient qu'entre 500 et 900 heures par an finalement. Suite aux nombreuses réactions des professeurs en ligne, réagissant du coup à sa démonstration plutôt sophistique, il a décidé de les confronter. On écoute ça, Jean-Yves, tout de suite. Le temps de travail, en France, je vous le rappelle, 1607 heures. 35 heures par semaine égale par an 1607 heures. Quel est le temps de travail des professeurs ? 972 heures pour un professeur des écoles. Donc ça, c'était la première émission de Pascal Perry et il donne la réponse aux professeurs qui ont réagi en ligne dans son émission juste après. On l'avait affiché sur un panneau, une infographie, 1607 heures. À côté, on avait le temps passé devant les élèves. C'est-à-dire le temps d'enseignement passé devant les élèves, c'était de mémoire autour de 540 heures pour un agrégé, plus pour un professeur des écoles. On l'a bien précisé dans le commentaire. Simplement, il y a beaucoup de gens, des enseignants, qui n'ont pas écouté le commentaire, qui se sont arrêtés là-dessus. Il y a quand même une certaine malhonnêteté intellectuelle, une certaine mauvaise foi. Des réactions violentes, des réactions corporatistes, des réactions déplacées de certains des professeurs qui se sont adressés à moi, des réactions vraiment grossières dans certains cas. Voilà, alors, bon, ce Pascal Perry, il est très caractéristique de cette nouvelle classe de journalistes des médias en continu, qui parlent avec beaucoup d'arrogance, mais aussi d'insuffisance de sujets qu'ils connaissent très mal. Et là, on voit la mauvaise foi, parce que son infographie est très claire, c'est le nombre d'heures travaillées. Oui, c'est nombre d'heures temps de travaillées. travail, et il le dit à l'oral. Il le dit à l'oral, nombre d'heures travaillées, donc 500 heures pour les agrégés, ce qui paraît effectivement peu, sachant que l'agrégation est un vrai concours. Et un des plus difficiles. Difficile, bon, et que derrière, les agrégés sont censés quand même travailler avec des élèves d'un meilleur niveau que les autres, enfin ça devrait être le cas, et que derrière, il y a la préparation des cours, il y a la correction des copies, voilà. Bon, et donc ça, il ne le dit pas, et après, il corrige avec une mauvaise foi parfaite, parce qu'il dit, mais c'est pas ce que j'avais dit, j'ai dit, c'est les heures derrière les élèves, et non pas les heures travaillées. Or, l'infographie dit exactement l'inverse, ça parle bien d'heures travaillées. Eh oui. Voilà. Donc CQFD, après on s'étonne qu'il y ait de moins en moins de Français qui fassent confiance dans les médias. Actuellement, on est en dessous du quart des Français, et ça va continuer à descendre. Une infographie de 2010 en plus, donc paresse journalistique à son paroxysme. On passe tout de suite à notre deuxième sujet. Pécresse monte dans les sondages, mais que sont ces sondages vraiment ? Valérie Pécresse est sortie vainqueur des primaires de la droite face à Éric Ciotti. Un sondage Elab commandé par BFM juste après sa victoire la propulse directement au second tour face à Macron. Alors le point titre France, remonté dans les sondages de la candidate de droite Valérie Pécresse. Sondage BFM TV, Pécresse en forte hausse dans les intentions de vote s'impose face à Macron au second tour. Alors en réalité, il y a 3 sondages, Jean-Yves, qui ont été commandés. Harris, Elab et IFOP, il me semble. Alors, Harris, elle gagne 4%. IFOP, elle gagne 7%. Elab, elle gagne 11%. Voilà. Ce qui a amené d'ailleurs une réaction assez mi-courroucée, mi-drôle de Julien Audoul. Voilà. Ouais, on la regarde. Ce sondage est intéressant parce que je le considère totalement bidon. Ah, bah oui, les sondages bidons. Non, mais totalement bidon, pourquoi ? C'est génial. On fait monter très très haut Valérie Pécresse sans faire descendre Emmanuel Macron, ce qui est assez curieux parce que c'est sensiblement le même électorat. Et surtout que ce même sondage avait donné à 18% Benoît Hamon après son élection à la primaire socialiste. 18%, il a terminé à 6%. Donc en fait, il y a un effet primaire qu'a voulu donner le sondeur, mettre bien haut Valérie Pécresse, qui va certainement s'effondrer. Voilà, alors, bon, faut bien dire qu'en matière de sondage, les sondages, c'est un peu comme la longueur des jupes. Ça monte et ça descend. Alors évidemment, on préfère quand ça remonte, mais ça monte et ça descend. Alors, il faut bien voir que il y a beaucoup de difficultés pour apprécier les sondages. D'abord, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on mesure l'opinion de tout le monde ou l'opinion des gens qui vont aller voter. Et à 4 mois d'élection, c'est quand même très difficile. C'est difficile de discerner ceux qui vont aller voter, c'est ça ? Ceux qui vont aller voter. Oui. La deuxième chose, c'est que dans les sondages, il y a des corrections.
D'accord. C'est-à-dire que on va estimer qu'un candidat est sous-évalué ou qu'un candidat est surestimé. Par exemple, pendant très longtemps, on corrigeait à la hausse les intentions de vote pour Jean-Marie Le Pen, pas Marine Le Pen, parce qu'on considérait que les électeurs ne disaient pas ce qu'ils allaient faire. Pour les candidats nouveaux, c'est très difficile. Par exemple, un produit nouveau, si je puis dire, sur le marché comme Zemmour, je ne sais pas quelles corrections je ne sais pas s'ils font des corrections, et je ne sais pas comment ils peuvent en faire, puisqu'il n'y a pas de recul. C'est difficile de cerner l'électorat. Mais vous ne pouvez pas savoir si les gens sont sincères ou pas, on ne sait pas. Et puis, il y a, alors là, ça c'est le rêve des sondeurs, c'est les espaces de confiance, c'est-à-dire les écarts, c'est-à-dire qu'un candidat, mettons un candidat qui va sortir à 16%, oui. Ça veut dire qu'avec l'espace de confiance, en fonction des gens interrogés, il va être en réalité entre 13,5 et 18,5. Et donc le sondeur a la possibilité soit de le mettre au milieu, soit de le mettre un peu plus bas, soit de le mettre un peu plus haut. Voilà. Alors, tout ça est évidemment difficile. Alors, ceci étant, je crois que quand 3 sondages annoncent une hausse, c'est qu'il y a une hausse, c'est qu'il y a une dynamique. Bah oui, je pense. Alors, est-ce que la dynamique est aussi importante ? Ça, c'est une question. Est-ce que la dynamique est durable ? C'est une autre question. Mais il y a un effet conjoncturel qui fait qu'un candidat va monter quand on va beaucoup parler de lui, et puis il va redescendre quand on va parler un peu plus d'un concurrent. Donc il y a un peu un petit côté montagne russe. Oui, et puis il y a des événements qui bouleversent une campagne, comme avec Fillon, par exemple. Bon, alors, qui d'ailleurs plaît aux médias, parce que ça permet de titrer dans un sens, puis de titrer dans un autre, parfois en faisant beaucoup, comme la Dépêche qui dit Macron battu par Pécresse. Bon, oui. Alors, effectivement, si on regarde des sondages à la même époque, en 2017, on avait un deuxième tour Le Pen-Fillon, et Fillon élu au deuxième tour. Et Macron commençait à monter, mais enfin, il n'était pas encore très haut en décembre 2016. Il était aux alentours de 19 ou 20 points, alors que les deux autres En janvier. Oui, d'accord. En janvier, donc il y a encore de la marge. Voilà. Donc, les sondages, moi je pense que les sondages, ça fait parler les médias. Les médias les utilisent quand même pour promouvoir certains candidats plutôt que d'autres. Oui, puis ça crée ça crée un match, ça crée de l'intérêt, ça crée un match. Il ne faut pas penser qu'ils sont complètement faux, notamment quand il y a des tendances générales sur tous les sondages. La dynamique, quand il y a 3 sondages qui disent que ça baisse, c'est que ça baisse. Quand il y a 3 sondages qui disent que ça monte, c'est que ça monte. Maintenant, il faut garder l'esprit critique et savoir que, de toute façon, l'élection, elle est dans 4 mois, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais les médias, eux, ils s'enfournent dans l'affirmation parce que c'est ce qui fait vendre et ce qui promeut éventuellement un candidat qu'on aime bien. Et est-ce que vous avez un coup de chapeau? Oui, j'ai un coup de chapeau pour Présent et pour une de ces unes très drôles à l'occasion du sacre de Valérie Pécresse où ils ont titré « Hôtesse des l'air ». C'est assez drôle. Servant les verres à Macron, c'est peut-être servant les verres à Macron, c'est pas mal. C'est de la bonne caricature, on va dire. C'est pas méchant. Et c'est drôle. C'est assez et drôle. puis après tout, oui, c'est vrai qu'il y a quand même une proximité au moins idéologique entre les deux personnages, sans parler Elle sera certainement son Premier ministre. Sans parler de leur confraternité en tant qu'ancien de la French American Foundation. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Merci Jean-Yves. Merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Du coup, commentez-la, partagez-la et retrouvez-nous tout de suite sur Getter. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine Jean-Yves et à la semaine prochaine tout le monde.